Bonjour à tous. Donc, je vais vous traiter aujourd'hui des tendinopathies calcanéennes et les sports de raquette. Donc, je vais juste vous rappeler qu'un tendon se compose particulièrement d'eau, 60% d'eau, 20% de cellules, 15% de collagène de type 1, et on a participation aussi de protéoglycanes, de nerfs et de vaisseaux. On a une définition de ces tendinopathies, puisqu'on ne parle plus de tendinite, reste un syndrome clinique qui va décrire des lésions tendineuses qui sont caractérisées par une triade de la douleur, du gonflement et d'une fonction altérée. Nous avons des critères diagnostiques à cette tendinopathie. Il faut des douleurs en isométrie, une douleur à l'étirement, et les mobilisations passives articulaires sont indolores. Un tendon, ça vieillit sur des facteurs favorisants. Il y a les facteurs intrinsèques. Le vieillissement fait partie de notre vie à tous. On va diminuer la vascularisation, diminuer le nombre de ténoblastes, des cellules nobles de ce tissu. Les fibres collagènes vont se transformer avec une moindre résistance aux efforts et aux sollicitations, plus tous les troubles métaboliques qui vont arriver au cours de la vie de ce tendon, en vous rappelant que la soif est toujours un phénomène tardif. Le cadre particulier des maladies inflammatoires. D'autres facteurs vont influencer la santé de ce tendon, des raideurs articulaires, des troubles morphostatiques, des instabilités articulaires et une augmentation de la force musculaire, qu'elle soit naturelle ou pas naturelle. Le surpoids fait partie effectivement aussi du quotidien des consultations. Face à ces facteurs intrinsèques, nous avons des facteurs extrinsèques, la modification brutale d'un entraînement, la modification d'un geste technique, un échauffement mauvais ou inexistant, un matériel qui a été modifié, un changement de surface, des macro-traumatismes et quelques prises médicamenteuses que vous connaissez tous. Donc dans les sports de raquette, je ne vais pas faire le catalogue de tous ces sports. Les principaux qui nous concernent sont le tennis, le badminton, le squash. On retrouve dans la littérature environ 10% de tendinopathie d'Achille dans ces sports de raquette. Ça s'explique par la difficulté de l'appui et toute la sollicitation d'appui du pied avec des suspensions, des tractions, des appuis en projection, la frappe, les sauts, les accélérations brutales et les changements de direction. Reste toujours aussi à incriminer l'agressivité des terrains et la qualité du chaussage. Quelles sont les formes cliniques que l'on pourra rencontrer? On va surtout se manifester aussi sur la recherche des antécédents. On va faire préciser l'histoire de la maladie de ces tendinopathies, les survenus qui sont soit aigus, soit chroniques. Existe-t-il des formes bilatérales? Quels sont les signes visuels d'accompagnement? Quels ont été les traitements déjà entrepris, et quels sont les retentissements sur la vie quotidienne? On va se situer face à 3 sites particulièrement exposés, la jonction myotendineuse, le tiers moyen corporéal et l'antésopathie. Dans cet examen clinique qui va s'en suivre l'interrogatoire, il est important, à mon sens, d'évaluer une échelle visuelle analogique de la douleur. Existe-t-il des douleurs nocturnes? Chiffrer et mesurer le dérouillage matinal. Le patient présente-t-il une boiterie? Quelle est la localisation douloureuse? Apprécier la trophicité tissulaire, quelles sont les douleurs palpatoires, en vous rappelant qu'un tendon d'Achille normal est déjà sensible. Quid de l'articulation talocrurale dans sa stabilité ou dans ses laxités. La réactivité du complexe surocalcanéen et tester l'appui monopodal avec des sauts unis puis bipodal si possible, et surtout chiffrer le retentissement dont je vous ai parlé dans le slide précédent. Pour ce faire, on a une classification de Blasina qui est très simple, avec 4 stades particuliers qui ont été développés par Johan tout à l'heure. Les examens complémentaires vont reposer avant tout sur la radiographie, avec la composition de la recherche de l'angle de Dian, rechercher éventuellement des troubles morphostatiques avec des clichés cerclés et éventuellement associer des bilans de laxité. Et on s'appuiera sur l'échographie ou l'IRM en fonction de ce que l'on cherche à montrer. Les buts de cette bilan radiologique d'imagerie, c'est d'éliminer les diagnostics différentiels, bien évidemment. On va préciser la forme anatomique. On va pouvoir avoir de ce fait une localisation précise et une forme de la souffrance, son étendue, les calcifications associées, les bursites associés, l'activité inflammatoire dont on a tous parlé depuis tout à l'heure avec l'activité échodoppler en échographie, et pouvoir préciser les troubles morphostatiques associés. Le but ultime étant de définir une dangerosité, autrement dit, ce tendon présente-t-il un risque de rompre ou de ne pas rompre? Au terme de tout ce bilan clinique et d'iconographie, on va se retrouver sur différentes formes de tendinopathie. On va se retrouver face à des tendinopathies nodulaires, fusiformes, fissuraires. Elles ne sont pas rarement multisites, rompues partiellement et anthésopathiques. La particularité reste la forme d'Agloun qui va présenter des modifications architecturales calcanéennes
avec des morphologies de pieds particuliers, dans lesquelles on verra toujours constamment associer des bursites et des calcifications. Merde. On va revenir en arrière. On peut revenir en arrière la diapo d'avant, pardon. Merci. Les thérapeutiques à ce moment-là associées en fonction de notre bilan va concerner une décharge relative ou parfois un repos relatif. L'immobilisation qui reste encore discutée puisque ces effets négatifs sont avérés sur la qualité du tendon. L'efficacité n'est toujours pas démontrée. L'antalgie au mieux sera transitoire. Nous allons nous baser sur limiter voire exclure les gestes répétitifs et autoriser des activités qui sont indolores ou peu douloureuses. La rééducation fonctionnelle a toute son importance, avec des étirements doux qui vont chercher à améliorer puis à réorganiser la synthèse du collagène. On utilisera des physiothérapies antalgiques. Il y aura l'apprentissage très important du protocole de Stanich et de travail de proprioception. Les orthèses plantaires ont également une grande place dans la correction des troubles morphostatiques. Mettront ensuite en place différents traitements qui seront en fonction du stade de la pathologie, avec la mésothérapie, les différentes ondes de choc, le laser CO2, l'utilisation de plus en plus fréquente de la radiofréquence et le PRP avec un point d'interrogation, bien évidemment. C'est un geste PRP qui se fait toujours sous contrôle d'image, autrement dit sous échographie, puisqu'il faut injecter, je vous rappelle, dans la lésion. Le traitement conservateur présente de bons résultats, puisque dans 2 fois sur 3, la réponse sera positive à 12 mois. Les exercices sont très très importants. La réponse est adaptative et toujours beaucoup plus lente pour le muscle. Ce traitement se durera pendant 3 à 6 mois. La charge mécanique est indispensable à la guérison. Les débuts immédiats à l'apparition du symptôme seront effectivement mis en avant et on insiste beaucoup sur les étirements. Attention aux infiltrations, comme a pu dire tout à l'heure Nathalie, et j'insiste aussi sur ce fait. Et pour moi, les anti-inflammatoires n'ont pas la place dans ce genre de pathologie. La chirurgie, puisqu'il faut la citer, puisqu'elle va arriver en dernier retour, après un échec du traitement conservateur. On a plusieurs techniques chirurgicales qui sont plus ou moins complexes. Les études ont montré qu'ils ont un taux de succès de 60 à 70%. Merci à vous.